Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi, et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que la tisane est brûlante. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est hyper excités aujourd'hui parce qu'on vous parle de la honte. Ouais. Et la honte, c'est un sujet hyper sympa parce qu'en fait, il est caché. Je crois que ce qui nous a le plus excité là-dessus, c'est qu'on est plein à être persuadé qu'on n'a pas du tout honte. Sincèrement, parce que c'est un sentiment tellement désagréable qu'on a tendance à même vouloir ignorer qu'il est là. La honte est là pour vous dissocier de trucs de vous qui sont jugés insupportables. Donc généralement, on fait tout ce qu'on peut pour oublier que ça existe. Et ça va être absolument fabuleux de discuter de comment ça se manifeste dans la sexualité et des implications et de ce qui peut se passer avec. Et tu as eu ton idée de génie. Justement, c'est d'orienter les gens en commençant par leur parler de comment est-ce qu'on retrouve la honte. Roule pas, je veux. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, régulièrement, comme tu l'as dit, c'est qu'on a tellement l'habitude d'enfouir la honte bien profond en nous, parce qu'on n'a pas envie de la regarder, souvent on se rend pas compte à quel point elle influe, en fait, notre vie en général et aussi notre vie sexuelle. Donc l'idée, c'était de vous faire aussi vous donner quelques cas pratiques ou des situations qu'on voit beaucoup chez nos clientes et clients, et du coup voilà, pour vous projeter un petit peu dans à quoi ça ressemble quand parfois on a un peu honte de sa sexualité. Et donc la première chose qu'on avait vue, c'était effectivement cette difficulté de s'exprimer, donc que ce soit exprimer ses désirs, exprimer ses besoins, exprimer ses limites. Tu vois d'autres choses qu'on n'arrive pas à exprimer? Je voyais exprimer vraiment son plaisir, c'est-à-dire quand quelque chose se passe bien au lit, dire ça me plaît, c'est cool, continue ça, c'est bien. Ouais, carrément. Ouais, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte récemment parce que j'ai refait du sexe avec un partenaire que j'avais pas vu depuis longtemps, genre longtemps, et il s'est mis à parler. Et j'étais mais grande amélioration, chouchou, là, mais ça change tout. Ouais, je suis très contente qu'on ait tous les deux déchiré des coups de honte parce que la communication est devenue intensément plus sympa et c'est beaucoup plus facile de lui faire plaisir et c'est hyper agréable quand votre partenaire vous dit ça, c'est trop cool. T'es là, c'est trop bien, je continue. Donc j'étais ravie. Donc je vois celui-là aussi et je le trouve juicy. Et puis à la fois, je trouve que se libérer de la honte, on digresse un peu, mais parce que voilà. À la fois, se libérer de la honte, c'est à la fois effectivement quelque chose qui nous permet d'avancer, mais ça rend aussi le sexe beaucoup plus plaisant, en fait. Tu vois, il y a un truc ça rend les choses beaucoup plus chaudes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus profondes, parce qu'on se lâche, en fait. Donc plus authentique. Ouais, complètement. On accepte de lâcher le contrôle, en fait, parce qu'on n'a pas peur que l'autre nous juge, d'être rejeté, de plus être aimé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment ce truc de je me montre effectivement vulnérable, je me montre comme je suis, et le reste, juste on s'en fout, quoi. C'est ça. Donc, c'est génial. Et généralement, les gens adorent vous voir, voir l'autre comme il est, en fait. Ouais. Dans ce qui est vrai, on couche pas avec quelqu'un pour avoir un truc formaté. C'est pas du tout intéressant. C'est au contraire les spécificités et les petites choses spéciales des gens qui font qu'on les oublie pas. C'est clair. Ouais. Ah bah la honte. Oh là là. Et la deuxième chose aussi qui peut parfois apparaître quand effectivement on a cette honte de la sexualité, honte du corps, c'est effectivement, et ce que tu avais dit un petit peu hors micro au début, c'est la difficulté de montrer certaines parties de notre corps, montrer notre corps en entier, ou même qu'on voit certaines parties de notre corps. Donc effectivement, je pense que toi comme moi, on a dû faire cette pratique où tu regardes droit dans les yeux ta vulve dans un miroir, et en fait, les premières fois, enfin moi en tout cas, la première fois où je l'ai vue, tout de suite, j'étais un peu waouh, c'est quoi ? Et j'ai senti vraiment cette honte super présente. Et en effet, elle se traduisait aussi dans le sexe à deux, donc c'est vraiment super intéressant. Ouais, moi j'étais persuadée que j'avais pas de honte dans ma sexualité, et pourtant à chaque fois que j'allais chez le gynécologue, je faisais partie de ces gens qui écartaient les genoux au tout dernier moment. C'est marrant comment je me cachais quand même à tout bout de champ. Je prenais pas certains types de lingerie parce qu'on risquait de voir un peu trop les lèvres, un peu peau aussi. Et
on conscientise vraiment pas les petites manœuvres d'évitement qu'on a au quotidien et qui sont construites toutes seules, qui nous empêchent de voir, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin et qu'on fasse « Tiens, c'est marrant, j'ai arrêté de faire ça, la vie est vachement plus calme. » C'est clair. Non, c'est clair. Complètement. Et vous le retrouverez aussi, du coup, évidemment, chez les gens qui préfèrent faire l'amour dans le noir, chez les personnes qui aiment pas aller au-dessus parce qu'elles veulent pas qu'on les voit sous cet angle, sous les personnes qui supportent pas la levrette parce qu'elles ont peur, j'en sais rien, que la couleur de leur anus ne soit pas parfaitement taupe rosée, ou qu'il y ait un morceau de cellulite par là ou un poil par ici. Et donc la honte du corps, elle est hyper handicapante parce qu'elle empêche vachement d'évoluer. Enfin, d'évoluer physiquement, je veux dire. Ouais, non, mais c'est clair. Puis il y a cette hyper préparation aussi qui est très ancrée dans le contrôle. Avant le sexe, il faut forcément que je sois bien coiffée, ultra maquillée, que j'ai fait un gommage et une épilation. Tu vois, ça me rappelle à une scène, je sais pas si tu te souviens du film Bridget Jones, oui. Où tu la vois juste avant un date, galérer et tout. Je crois qu'elle se rase super vite. Avec une bande de cire aussi. Oui, il y a moyen. Mais en fait, t'as ce truc-là il faut que je sois tellement prête pour l'autre parce qu'il y a cet hyper contrôle qui est là, faut que je sois absolument parfaite parce que à l'intérieur, en fait, j'ai honte de ce à quoi mon corps ressemble. Donc au naturel, en fait, c'est trop dur pour moi de le laisser être vu d'une manière authentique. Donc moi, je sais que j'étais très dans ce truc-là, d'hyper contrôle de mon corps pour rentrer dans le cadre de ce qui est entre guillemets acceptable. Et au moins, je contrôlais mon image, quoi. Donc moi, je sais que j'étais beaucoup dans ce truc-là et m'en libérer, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. Il y avait aussi, parmi encore une fois les manières dont la honte peut se traduire, le fait de ne pas arriver à faire du bruit. Ça c'est super important. On vous a dit déjà à plein de reprises à quel point le bruit c'est savoureux, à quel point est-ce que ça fait circuler l'énergie, à quel point est-ce que ça informe même votre propre système de l'excitation que vous passez un bon moment. Donc c'est une boucle de feedback positif avec vous et avec vos partenaires aussi, parce qu'évidemment ils adorent. Et la honte nous empêche de faire du bruit. La honte nous dit il faut que personne ne sache que tu fais du sexe et surtout pas les voisins, alors garde le bruit pour toi. C'est très dommage. Je le mets dans la même évidemment case que pas oser admettre qu'on a une sexualité en public et toujours se présenter comme une personne très pure et pas intéressée, qui pense pas à ça, et que du coup la séduction et les propositions doivent toujours venir d'en face. Ce qui est très handicapant pour avoir une sexualité conforme à nos désirs, parce que l'univers nous propose rarement sur un plateau exactement le truc dont on avait envie. C'est clair. Et je pense à un exemple d'ailleurs complètement con, mais il m'a sauté aux yeux. C'est ce truc tu sais, quand tu vois que quelqu'un a la braguette ouverte, mais quand t'as honte, t'oses pas le dire parce que tu te dis sinon la personne va savoir que je regardais au niveau de sa chatte ou de son pénis. Et du coup t'as ce truc je veux à la fois pas passer pour une personne qui aime le sexe, mais en même temps sa braguette elle est ouverte donc faut le dire. Et ça c'est un truc vraiment con, je veux dire c'est anodin de la vie, mais ça c'est des petites choses qui montrent qu'il y a en effet cette honte d'être une personne sexuelle qui aime le sexe, qui a une vie sexuelle, ou même juste qui regarde le corps des autres en fait. Oui, pas s'autoriser à faire un compliment qui ne sont pas ok à faire pour tout le monde, mais avec une vraiment bonne pote, être capable de dire ton cul est fantastique dans cette robe. Fait pas de vous une prédatrice promis, ni une personne honteuse. C'est pas la honte de dire à quelqu'un je t'ai vu passer au fait et les formes étaient à leur place. Et clairement t'es bonasse, il faut le dire. Oui. Non mais c'est clair. Et pas oser faire des compliments aux gens parce qu'ils pourraient être perçus de façon trop sexuelle, qu'ils portent sur des zones, des caractéristiques sexuelles secondaires, donc les hanches, la poitrine, le torse, on n'en finit plus. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, même le fait d'assumer, tu disais d'être effectivement une personne sexuelle, assumer la masturbation, surtout auprès des femmes où c'est encore extrêmement tabou, même s'il y a de plus en plus de paroles qui s'ouvrent, mais c'est l'enfer, quoi. Si t'es une femme et auprès de certaines personnes en public, tu dis que tu te masturbes, tu passes pour la pire personne de cette planète, quoi. Vraiment un objet de honte, alors que c'est bon, enfin, faut qu'on assume une bonne fois pour toutes, quoi. On est des êtres sexuels, on est des mammifères, quoi. On se reproduit de base, c'est dans notre constitution, quoi. Donc il y a pas à avoir honte de ça. Je suis tellement heureuse que dans le rap et le R&B, maintenant, il y a des morceaux comme Wet Ass Pussy, ou
clit is sûr. good. Je suis là, oui, clit is good, bordel de merde. Non, mais c'est clair. On va rester tous bien alignés avec la ligne du parti. Clit is good, très bonne idée. Non, mais c'est clair qu'on assume enfin une bonne fois pour toutes que, bah oui, en fait, on a une sexualité et c'est pas grave, en fait. Au contraire, c'est très cool et ça devrait être célébré. Et une autre chose aussi dont on avait parlé, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est le fait d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Ah bah oui, j'ai honte de proposer. Voilà. J'ai honte de vouloir des choses, donc... Je vais surtout pas proposer d'utiliser un objet, je vais surtout pas proposer une nouvelle position, je vais surtout pas proposer un autre date. Des fois, ça va jusque-là, quoi. Oui, parce que il y a ce truc de, bah non, l'autre va penser que, potentiellement, que j'ai envie de le revoir, de la revoir, et en fait, stop, quoi. L'autre va penser que j'ai envie tout court. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, difficulté à faire des phrases complètes, hein, parce que vous voyez le vocabulaire adolescent du sexe, c'est « on va le faire ». Exactement. Pour les vieux, là, les 35-40, à une époque, c'était hum hum. Il a envie crac, de hum hum. Ou crac crac. Mais putain, on n'y arrive plus, là. Et j'ai même une cliente en ce moment qui n'arrivait pas à parler de sexualité en session, alors qu'elle a réservé ses sessions avec une sexothérapeute pour parler de ça. Bien sûr. Et pour autant, elle me dit oui, alors mon problème, c'est que quand mon conjoint a des gestes d'affection vers moi, j'ai toujours l'impression qu'il veut quelque chose. Je lui fais, va falloir finir ta phrase, bichette. Parce que ça fait 4 fois que tu fais ta phrase sans me dire ce que veut ton mec. Et c'est dur de pas être capable d'utiliser les mots et de dire vraiment, et en plus de partir du principe que toute la société est tellement focalisée sur le sexe, parce que la honte vient des fois avec un hyper focus, même assez souvent. Parce que la honte, c'est encombrant. On part aussi du principe qu'on n'a pas besoin de dire les mots et que tout le monde va comprendre, tellement le truc, c'est important. Ouais, c'est l'éléphant rose dans la pièce et du coup on le nomme même plus parce que tout le monde sait qu'il est là, quoi. Alors que vraiment on peut vivre une vie, j'ai envie de dire, désexualisée. Je crois que c'est probablement ce que j'ai préféré en retraite et dans les milieux sex-positifs, c'est qu'on peut se balader à poil et c'est pas considéré comme une proposition. Ah, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment cool. Ah, mais oui. Ouais. C'est tellement reposant de pouvoir mettre, tu sais, moi ce que j'aime c'est les lingeries super compliquées avec 3000 lanières qui sont trop belles. Du coup c'est un événement pour moi où je peux mettre mon habit de lumière et être déguisée, enfin c'est pas tellement déguisée mais on va dire costumée en créature mythique. Femme du feu. Non mais c'est tellement ça, n'importe quoi qui me soit venu à l'esprit au moment de composer l'outfit, quoi. Ouais. Et personne ne le prend personnellement parce que c'est pas personnel, c'est un corps avec des jolies couleurs, formes, lanières, textures, motifs, tout est chouette. Et les tatouages en plus. Et j'adore pouvoir vivre mon corps sans que ce soit sexuel. Et c'est très drôle que ça arrive plus facilement dans les milieux où la sexualité est super assumée parce qu'on a déconstruit la honte. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un point qui est super important, c'est-à-dire que c'est pas nous qui arrivons à bien parler de sexualité, du coup on est meilleur que vous. En gros, c'est pas une compétence qu'on a acquis à la naissance, c'est une déconstruction en fait, c'est tout un travail. C'est-à-dire que on vit dans une société qui globalement impose une honte de nos corps, de notre sexualité. Regardez rien que le rapport au poil. Enfin, je veux dire, il y a une telle honte qui sont sur les sujets des corps que forcément, que quand on est dans cette société, on est avec cette honte. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on travaille dessus ? Est-ce qu'on est dans le déni ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et si, effectivement, on t'en parlait très justement, mais si des communautés sex-positives réussissent à se balader à poil sans qu'il y ait absolument aucun sous-entendu et que ce soit complètement normalisé, c'est pas parce que c'est des gens qui sont meilleurs que vous, pas du tout. C'est juste parce qu'il y a eu une déconstruction qui a été faite. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast, c'est pour vous donner un petit peu des clés de comment on déconstruit cette honte, comment on l'intègre, comment on en fait quelque chose d'autre, pour que justement, en fait, vous ne soyez plus victime de cette honte, quoi, et que vous viviez la sexualité la plus épanouie et à votre goût possible. Ce qui nous amène directement à ce serait quoi ta première étape pour aller commencer à éplucher. Moi je dis éplucher pour la honte parce que ça se fait pas en 5 minutes. C'est un oignon, il y a plein de couches. Je te jure. Non mais je suis d'accord. D'abord on va voir le regard des autres, ensuite on va avoir peur du regard de soi, ensuite peut-être qu'on va avoir peur d'un truc typiquement interne, genre mais ça quand même c'est nul. Il va falloir intégrer que ça c'est peut-être pas nul et que c'est juste normal, et c'est reparti pour une couche de regard des autres parce qu'on a trouvé le processus qui était derrière. On n'en finit pas. Non, c'est une vraie couche, hein. Et même parfois quand on a l'impression d'arriver au bout, en fait on en redécouvre, quoi, sur d'autres sujets, sur d'autres choses. J'ai envie de faire une parenthèse parce que tu viens de nous offrir une porte qui est importante.
j'ai pas envie de dire le dev perso, mais l'évolution. Oui. Non, ça s'arrête jamais. Je sais où tu veux en venir. Il y a ce piège de l'évolution qu'on est tous tombés dedans, vraiment. Où quand on a déjà fait beaucoup de travail et qu'on atteint notre première phase d'apaisement, quand on se dit oh putain j'ai bien bossé et ma vie est tellement plus cool et tout est plus simple, il y a cette erreur qu'on fait tous de penser que c'est fini. C'est clair. C'est pas fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini, et je dirais même si là je vais être un peu brutale pour le bien du message, pour qu'il passe mieux, les pires, c'est ceux qui pensent qu'ils ont fini et qui sont parfaits. Ah, c'est clair. Ouais, vraiment, c'est hyper dur. Et surtout qu'en fait, c'est jamais fini, parce qu'encore une fois, on est baigné dans une société qui ne nous aide pas à faire en sorte que ce soit fini. Si on était dans une société où le sexe est juste célébré dans toutes ses formes, dans tous les corps, là peut-être qu'à un moment il y aurait une fin de dire bah là cette honte elle est vraiment exterminée quoi. Mais aujourd'hui vu l'état dans lequel on vit, vu la société, vu les choses qui nous entourent, en fait le travail n'est jamais fini. Ça s'améliore, mais il y a toujours des couches à enlever en effet quoi. C'est clair, et notre travail personnel se juxtapose au travail de la société, c'est-à-dire qu'on ne traite plus les personnes trans aujourd'hui de la même façon qu'on les traitait avant. Thank God. Merci bien. Et du coup, vous avez déconstruit votre rapport au genre, super. Maintenant, il est temps de comprendre les couches de violence que subissent ces personnes et d'apprendre à utiliser les bons pronoms, et de voir comment le vocabulaire a évolué parce que la représentation a évolué, que le dialogue a bougé pendant qu'on était occupé de regarder notre nombril et c'est ok. Et du coup, il y a un peu un basculement perpétuel qui se fait j'ai des choses à régler vis-à-vis de moi. Il faut que je m'actualise sur ce qui s'est passé dehors. Tiens, ça a réveillé des choses vis-à-vis de moi. Bon, on retourne dehors. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est complètement ça. Et moi, je suis ravie que le dialogue social avance et continue. Dieu merci sans moi, d'ailleurs. Et que j'ai plein de choses à rattraper régulièrement. Mais croire à tort, franchement, faut le dire, qu'on est arrivé parce qu'on a appris à utiliser les bons pronoms. Et du coup, refuser de voir comment on peut avoir des biais sexistes quand même vis-à-vis de tout genre de personnes. Bah non. En fait, non. Non, ça va pas passer, ça. Ah ouais, et puis tu le dis bien, c'est qu'il y a un moment, la déconstruction personnelle, en fait, elle est à la fois pour soi, mais elle est aussi pour améliorer la société dans laquelle on est. Vrai. Parce qu'en fait, si tout le monde fait ce travail d'essayer de bosser pour ne plus avoir honte ou de moins en moins, en fait, bah finalement, au bout d'un moment, on aura de moins en moins honte, en fait. Tout comme quand la parole s'est libérée sur les règles, notamment, où aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins tabou. Ouais. À notre époque, enfin je veux dire, quand on était ado, je sais pas pour toi, mais avoir ses règles, c'était la pire honte de la Terre. Terrible. Aujourd'hui, j'avoue que je fréquente pas forcément de très jeunes personnes, mais vu tous les médias qui parlent des règles, je pense que c'est moins tabou qu'à notre époque. Bah, on a aussi normalisé les distributeurs de protection dans les établissements publics et scolaires. Exactement, la gratuité pour certaines. Donc non, mais... C'est pour ça qu'il y a aussi un truc quand on veut changer le monde, parfois il faut commencer par soi en fait. Ouais. Donc voilà, c'était le petit aparté. Ouais. Et donc comment du coup on se libère de ça? Comment on s'épluche? Ouais. Tu veux démarrer ou tu veux que je démarre? C'est vraiment comme tu veux. Est-ce que tu te sens appelée par le thème éducation? Allez. Moi je pense qu'en effet la première étape pour la libération de la honte, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas un sujet, quand on ne fait pas son travail de recherche sur un sujet, on a tendance à engorger les informations extérieures. C'est-à-dire qu'on voit un truc à la télé, on voit une comédie romantique, du coup on associe, là on parle effectivement de la sexualité, mais je pense que c'est la même chose pour tous les sujets. Du coup, on associe par manque de connaissances aux diverses sources extérieures. Ce qui est normal, je le souligne pour décomplexer tout le monde, votre cerveau il apprend par imitation. Personne ne vous a assis dans un coin de la pièce pour vous expliquer comment on faisait pour être humain, et tout s'est fait par imitation. Même en sociaux, on parle de ces apprentissages spécifiques à des milieux. Pareil, personne ne vous a dit comment on se comportait à la machine à café au bureau, vous avez dû regarder les gens, observer et en tirer vos conclusions. Ouais, complètement. Et là où t'allais, c'est qu'avec la honte, va falloir faire un effort d'éducation spécifique et pas juste imiter et deviner. Exactement, parce qu'on a toutes ces sources qui sont, somme toute, très divertissantes, mais qui peuvent être nocives si on ne s'éduque pas sur la réalité des choses, comme les comédies romantiques qui présentent la sexualité comme un moment extrêmement parfait, sans bruit gênant, sans poils, sans viens on fait une pause, sans tu t'es lavé les mains et t'as mis du lubrifiant. Enfin voilà, toutes ces choses qui rendent finalement le sexe
beau parce que imparfait. En fait, les comédies romantiques ont créé une sorte de sexualité hollywoodienne et qui, quand on n'est pas renseigné ou quand on ne fait pas ce travail d'éducation, on a tendance à dire la sexualité, c'est ça. Mais personne m'avait dit qu'il fallait se laver les mains. Voilà. Oui. Puis personne m'avait dit que, en fait, en 2 positions, boum boum, c'était terminé et tout le monde jouissait en 5 minutes. Voilà, c'est des choses comme ça. Et pareil pour le porno, qui pareil est extrêmement divertissant. Et voilà, moi je suis pas du tout contre le porno, je pense que je toi non plus. donne de l'argent au premier porno que je vois où les gens commencent par se laver les mains et faire un check. Oh, grave. Sérieusement, je shut up and take my money. Le jour où je tombe dessus, je localise le studio et je leur envoie de la thune. Ah, c'est clair. Si vous êtes créateur de porno, s'il vous plaît, faites-en un. Il y a un billet c'est clair qui attend. Non, mais ouais, c'est clair. Et il y a effectivement toute cette sexualité porno qui n'est pas éducative. Ça reste un cinéma. Ça reste. C'est du divertissement, c'est du spectacle. Exactement, exactement. Tout comme si vous allez voir un spectacle de cirque, c'est pas la vraie vie des vrais gens. Tout le monde ne saute pas en l'air. Voilà, c'est pas des compétences que tout le monde a. Et les clowns ne se détestent pas mutuellement. Voilà. C'est ça, ils sont pas flippants dans la vraie vie, tout ça. Donc en effet, il y a ce premier travail d'éducation qui, je pense, est important. Et il y a plein de livres aujourd'hui qui existent, qui sont fantastiques. On en avait déjà cité, mais par exemple, Je jouis comme je suis de Emily Nagoski, qui est juste fantastique parce qu'il est extrêmement décomplexant sur justement les corps, c'est-à-dire que la phrase qui revient à peu près 150 fois dans le livre, en français je l'ai plus, mais en traduction ça donne quelque chose comme vous êtes tous pareils mais différents, quoi. Oui. En gros c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est tous faits pareils mais pas tout à fait de la même manière. La phrase suivante étant et tout est normal et ok et très beau et très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, commencer à lire des choses, à écouter des podcasts. La tisane brûlante est une référence en la matière. N'hésitez pas à écouter. Envoyez-nous à vos amis. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui existent et heureusement qui peuvent nous aider à nous construire une belle éducation sexuelle. Ouais. Tu nous fournis le tabou, qui est le deuxième point. On ne s'éduque pas sur un sujet dont on n'ose pas parler et qu'on n'ose pas envisager. Et du coup, ça va être très intéressant de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui me semble tellement tabou que j'y vais pas. Moi, je me rappelle, et je vais vous donner aucun détail pour trigger le moins de gens possible, que j'avais un tabou sur le blood play. Donc c'est des jeux dans le secteur du BDSM très spécifique où la barrière cutanée est rompue, on aime bien que ça saigne un peu. Et j'allais même pas en atelier, je voulais pas qu'on m'explique, j'avais très très peur d'avoir peur, donc très peur d'avoir peur, tu sais que t'as ton tabou en place. C'est clair. Et un jour, un de ces ateliers était animé par une de mes amies, avec un de mes amis qui était venu y assister, je me sentais trop bien, j'avais passé une bonne soirée, Ce soir, c'est mon soir. Il y aura des gens pour me tenir la main, vous m'expliquez c'est quoi votre truc. Et le bloodplay ne fait pas peur du tout. C'était rigolo. Si, il y a des trucs qui sont pas pour moi et je l'adopterai pas, mais j'ai compris. Et du coup, il y a plus de jugement et d'énergie et de tension vis-à-vis de cette pratique. J'ai libéré énormément d'énergie qui était consacrée à l'évitement du blood play, des photos en rapport avec la pratique parce qu'elles sont très spectaculaires, de tout ça, pour être dans le calme vis-à-vis des pratiques des copains-copines qui ne sont pas les miennes mais sont 100% ok. Ouais. Et là, je vous ai pris un exemple hyper de niche et hyper extrême parce que comme ça, j'ai tapé le tabou de personne ou presque. Mais on peut avoir ça avec le sexe anal. Ouais, bien sûr. Et dire non, le sexe anal c'est trop tabou, par là, c'est pas fait pour rentrer dedans, c'est fait que pour sortir exclusivement. Parce que genre, hyper insultant vis-à-vis de toute la communauté homosexuelle, mais fort bien. Oui, et puis de toute personne qui pratique cette pratique. C'est ça. Enfin, genre, non, c'est la base pour plein de gens. Je peux vous dire que les personnes atteintes de vaginisme sont très heureuses de kiffer l'anal. C'est clair. Et voilà, quand on est là avec sa couche de honte parce que vous comprenez, c'est par là qu'on fait caca, ce qui est dramatique. Le fait d'avoir un mouvement intestinal. Et puis vraiment dramatique, quoi. On est sur un truc qui arrive quotidiennement à tout le monde, mais c'est la grosse honte. Ça. Et donc libérer l'énergie qui est là à éviter le fait que
peut-être les gens pourraient croire que ça nous intéresse, peut-être les gens pourraient croire qu'on pratique, peut-être les gens pourraient croire qu'on est à l'aise vis-à-vis de ça, pour créer encore un mur de tension et d'évitement et de leurre. Ouais. Pour dire, ah non, moi je vais jamais par là. Et encore, je trouve que c'est important de le rappeler, lever les tabous, ça veut pas dire que vous devez tout faire. Ça veut pas dire qu'on adopte, hein. Voilà, ça veut juste dire essayer de comprendre les choses et être ok avec elles sans barrière, en fait, sans, comme tu dis, sans devoir combattre le fait que, ah non, c'est pas du tout ok, quoi. Donc pas être en rejet de quelque chose, juste, après, une fois que t'as plus de tabou d'anal, c'est ton choix de le faire ou non, en fait. Et on te demande même pas de l'explorer pour ne plus avoir le tabou. Et on te demande même pas de justifier que c'est pas ton truc. C'est ça, tu me dis, exactement. Non, ça m'a jamais attiré. Ouais, bisous. C'est ça. Juste, c'est important de s'analyser et de savoir, ça ne m'a jamais attiré. Pourquoi ? Parce que juste ça ne m'attire pas, ou parce qu'il y a un tabou derrière, parce qu'on a l'impression que c'est sale, parce qu'on a l'impression que c'est pas ok, parce qu'on a l'impression que c'est rejetable. Enfin, tu vois, que c'est rejeté par la société. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question, quoi. Ouais. Et on fera la différence en prenant le temps de voir s'il y a une charge émotionnelle associée ou pas. C'est-à-dire si vous commencez à avoir des symptômes d'anxiété, le cœur qui bat, l'envie de tourner le regard quand on en parle et que le sujet est abordé, ou de faire du posturing, parce qu'il n'y a rien de plus dans le posturing, tel un pan ou un gorille qui se tape sur la poitrine, qu'un homme hétéro qui veut bien que tout le monde sache qu'il est pas gay. C'est clair. Ah, mon Dieu, ça me fatigue. Ça a l'air épuisant. Ah oui. Ah, je pourrais pas. C'est clair. Ah, je pourrais pas. On va pas shamer cela plus que ça, parce que déjà, je pourrais y passer 20 minutes et c'est pas l'objet. Et en plus, c'est pas gentil. Donc, on va pas le faire. Et donc, ouais, du coup, pour lever les tabous, c'est le même système, c'est-à-dire se renseigner, s'autoriser à regarder. Par exemple, je sais que moi, j'avais un gros tabou sur les vulves il y a longtemps. Et en fait, alors, les vulves de mes partenaires, ça allait. Mais c'était plus la vulve en général. C'est-à-dire, quand elle appartenait à quelqu'un, finalement, ça allait. J'avais beaucoup de compassion. Enfin, c'était assez bizarre, mais j'avais beaucoup de compassion. Ça m'a fait ça. Et par contre, en voir d'une manière générale, en fait, c'était un peu bizarre. Et je me rappelle que dans notre formation qu'on a eue ensemble, en fait, on avait une vidéo d'à peu près 20 minutes qui passait uniquement des photos de vulves et de pénis. Donc de toutes formes différentes, et au début, mais c'était tellement difficile pour moi de la regarder, parce qu'il y avait cette honte de « Oh là, c'est quoi ? Je regarde un truc interdit, quoi !» Alors que en soi, c'est juste une partie du corps, c'est ok. Et en fait, parfois, de se confronter à certaines choses, donc là, c'est frontal, je veux dire, regarder 20 minutes de photos de vulve, c'est quand même frontal. En gros plan. Ouais, en gros plan. Faut surtout pas le faire au bureau, parce que, encore une fois, la honte n'étant pas bien calmée dans les espaces publics, voilà. Mais enfin voilà, il y a des moyens moins confrontants aussi d'y aller et de s'éduquer, juste de se renseigner. Par exemple, si effectivement c'est une honte des vulves ou des pénis, se renseigner, dire un pénis c'est formé comment ? Tiens, il y a telle partie. Ah bah ouais, c'est normal que sur les vulves, il y a certaines personnes qui ont les lèvres externes plus petites, plus grandes. Tiens, ça peut être rosé, plutôt marron. Voilà, c'est juste se renseigner, s'éduquer. C'est à Londres, ils ont un Vagina Museum. Oh, faut que j'y aille. Qui fait de l'éducation sexuelle avec un axe très féministe. Incroyable. Ils sont incroyables. Leur compte Twitter est fantastique aussi, et ils ont un mur de vulve, un mur constitué de moulage de vulve entièrement. Incroyable. Je suis fan. Trop bien. Je suis fan de cette institution. Trop stylé. Ouais. Ça, c'est un truc à faire à Londres que je trouve beaucoup plus fun que le musée Harry Potter. Hein. C'est aussi de la magie. Oui, c'est ça, c'est aussi de la magie. On donne pas d'argent aux transphobes, tous ensemble. Et du coup, par rapport à l'éducation, on avait aussi l'idée d'en parler. Ouais. Alors moi, j'aime passionnément les cercles de parole sur tous les sujets qui vous trigger. Oui. Quand on a la possibilité, c'est génial. En retraite sexpo, justement, un jour, quelqu'un lève la main et dit « Moi, cet après-midi, j'aimerais faire un cercle de parole sur l'hétérosexualité compulsive. Ma vie a changé. » Incroyable. Trop une bonne idée, ça. Et c'est un moyen super doux d'accueillir dans la compassion et dans un espace cadré les partages des autres, qui sont des partages individuels et authentiques. Et cet individuel et authentique, c'est un peu comme j'ai un problème avec les vulves, mais pas avec les vulves de mes partenaires. Ça fait avancer des kilomètres très très vite. Ouais, c'est clair. Mais à minima, je crois que quand on avait parlé d'en parler en créant cet épisode, on pensait à verbaliser quand il y a un tabou.
Absolument. Et dire, en fait, être capable de dire à ses partenaires un tabou ou une honte ou une tension, hein, de dire je suis pas très à l'aise avec ça, et du coup vous libérez d'une partie de la charge de l'évitement, parce qu'en fait c'est ok de pas être à l'aise avec tout. C'est genre bah bien sûr. Évidemment, en fait on est humain. Bah oui, et du coup dire à l'autre ça non, je suis pas très à l'aise, ça fait un bien de fou. Parce c'est clair. on se retrouve avec de la honte d'avoir honte, quoi. Ouais. Oui, complètement, parce que effectivement, la parole s'ouvrant aussi, il y a un peu ce truc on a l'impression qu'il y a une barrière, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, entre les gens qui arrivent à en parler et ceux qui ont encore des difficultés. Et du coup, c'est à quel moment, en fait, moi, je me sens con parce que je n'arrive pas à en parler. Donc la réponse à ça, c'est aussi d'accepter de dire quand on a honte, de dire, voilà, j'ai honte de ma vulve, c'est difficile pour moi. Et ensuite, de voir pour prendre action, si c'est accessible pour vous. Comme tu l'as dit, dans des cercles de parole. Vous pouvez même créer vos propres cercles de parole. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller ailleurs. Vous pouvez inviter 3-4 copines, prendre une tisane et dire venez, juste on passe 1 heure à parler de sexualité de manière un peu décomplexée, du mieux qu'on peut, en toute bienveillance. Et go, vous avez un cercle de parole, quoi. Ça peut être aussi simple que ça. Et en parler aussi, vous pouvez aussi ritualiser la chose, en faire aussi un exercice. Si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un et que du coup c'est plus facile pour vous de parler de sexe avec elle ou lui, ça pourrait être de dire viens tous les jours, tous les 2 jours, on essaie de parler un tout petit peu de ce sujet qui est honteux pour l'un ou pour l'autre, quoi. Et puis petit à petit en fait vous allez voir que quand ça va rentrer dans votre quotidien de parler d'une chose, en fait ça va devenir de plus en plus simple. Ouais. Donc plein de mini choses comme ça que vous pouvez faire. Moi je me rappelle aussi spécifiquement d'une amie qui est pas une amie hyper proche, mais qui est une amie, tu vois, suffisamment pour que des fois le succès de la sexualité vienne tranquillement sur la table. Et typiquement elle avait un peu envie d'aller découvrir des espaces où la sexualité existe de façon explicite. Donc elle avait envie d'aller faire sa première session dans un studio de shibari et peut-être d'aller faire une sortie en club, mais juste au bar du club. Mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble le club. Et il a fallu que je lui tienne la main. Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui savent pas le club ce que c'est ? Elle voulait se rendre en espace libertin. Elle pensait à un club, on appelle ça les clubs tissus, ceux qui ne sont pas des clubs sauna hammam où tout le monde est tout nu. Donc généralement vous avez un bar qui est un espace de rencontre et de conversation et de flirt, mais très 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 convenable. Juste plus que dans un bar classique, vous savez que tout le monde a un plan pour sa fin de soirée. Et vous avez les coins câlins qui sont ailleurs, séparés. Il est d'ailleurs mal vu de ramener les cochonneries dans le bar parce que on admet que c'est l'espace où tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et moi je suis 100% ok avec le fait de tenir la main à une copine pour qu'elle aille plonger un premier gros orteil dans la piscine et se rendre compte de ce que c'est que le bar d'un club, parce qu'elle va se rendre compte que c'est un bar et qu'il n'y a rien à voir. Bien sûr. Et je suis très fière d'elle d'avoir osé demander, parce qu'elle avait manifestement trop honte pour proposer à un partenaire d'y aller avec elle. Mais elle a été choper une copine, vu qu'elle est 100% hétéro, c'est très sûr qu'elle essaye pas de me pécho, je pense que c'était ça aussi derrière sa réflexion. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut y aller en touriste ? Allons-y en touriste. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait ça que forcément on a envie d'aller plus loin après. Ça peut juste être la curiosité de se dire à quoi ça ressemble, viens on y va, et prendre quelqu'un de safe en effet. Et juste tenter et puis se dire en fait c'est pas mon truc et puis voilà, j'y retournerai pas, ou alors j'y retournerai. La gradation, je crois, est au cœur de la démarche, c'est-à-dire qu'elle s'est fait de la thérapie par l'exposition presque. C'est vrai que si vous êtes curieux des clubs, vous n'êtes pas obligé de commencer par y aller pour une soirée gangbang multicouple. C'est pas forcément conseillé d'ailleurs. Il se pourrait que ce soit une façon un peu trop extrême d'aborder le truc. Et, c'est clair. Trop abrupt quoi. Voilà. Pareil, si l'anal est très tabou pour vous, vous n'êtes pas obligé de démarrer par une pénétration anale en fait. Vous pouvez y aller tout doucement, juste tiens, je regarde mon anus, son anus, comment ça se passe, ok, comment on ça se fait quand on touche délicatement l'extérieur. Voilà. Donc effectivement, merci de parler de gradation parce que c'est en effet j'ai une cliente qui a abordé le truc tel un génie. Elle trouvait que toucher avec le bout du doigt c'était trop tendancieux parce qu'on avait l'impression qu'il allait rentrer tout de suite et du coup elle masse la zone avec la phalange comme ça. Mais quel génie! Bah oui. Mais quel génie!
Non, mais en fait, c'est ça, c'est s'éduquer, en parler, lever le tabou d'une manière qui soit sécuritaire pour vous, en fait. Et si, en effet, le bout du doigt, c'est trop invitant, et en fait, testons d'autres... C'est super smart, quoi. J'adorais. C'est clair, c'est génial. J'adorais. Oui. C'est clair. Oui. Ensuite, la deuxième étape, du coup, pour s'en libérer. Intégration. Vas-y, je t'en prie. T'as l'air lancée. Oui. Parce que quand on avance avec la honte et que petit à petit on arrive à se la réapproprier, donc qu'on prend cette partie de soi ou ce désir qu'on avait fait autre en le jugeant intensément et en créant cette honte, parce que c'est le jugement qui crée la honte. Si vous jugez pas ce morceau de vous, vous n'en avez pas activement honte. Quand on a calmé la honte, on a calmé cette dissociation et on est du coup dans ce qu'on appelle un processus d'intégration qui fait profondément du bien. À chaque fois qu'on vous parle d'intégration, on parle de cette relaxation, de ces tensions qui sont libérées, de cette joie, bordel de cette grande joie. Et donc oui, l'intégration, c'est un peu mon sujet favori avec la honte. Et ce que j'adore avec l'intégration, et là c'est le côté BDSM qui ressort, c'est que la honte, ça peut être très sexy. Parce que la honte, ça vous amène, on en a parlé 60 fois, les mêmes sensations que l'excitation physique. On parle d'un rythme cardiaque accéléré, on parle de difficulté à tenir en place, on parle de chaleur, on parle de surcharge émotionnelle et de besoin de libérer au plus vite. Alors la honte vous invite à sortir de la situation, mais du coup ça peut être très érotique de vous y garder. Et on voit typiquement dans les démonstrations de Shibari Kimbaku, l'art japonais du bondage érotique. Une des pratiques les plus répandues, c'est d'exposer petit à petit son modèle en ouvrant un vêtement ici, ouvrant une cuisse là, et très lentement passer d'une personne qui était en position recroquevillée à une position exposée, peut-être même en lui chuchotant tout le monde peut te voir maintenant. Et c'est extrêmement travaillé et très intéressant. Et la honte, mais ça peut être aussi simple qu'un partenaire qui vous chuchote à un moment petite cochonne. Et c'est... Oui, en fait, carrément. Donc on peut jouer avec, on peut carrément jouer avec, partant du principe que aussi souvent les choses qui nous font le plus peur, ça peut être celles dont on a très très envie. Oui. Pas systématiquement, mais vous saurez les reconnaître. Et du coup, les vôtres, celles que vous n'avez pas envie d'en parler, mais que vous avez très envie que ça vous arrive, réussir à les livrer à vos partenaires en disant ça là, je suis pas capable d'y aller toute seule, mais si tu m'amènes... Disneyland, c'est super, c'est incroyable déjà d'avoir ce niveau de confiance avec quelqu'un et aussi d'avoir dans votre vie quelqu'un qui a le désir et les épaules pour prendre en charge l'expérience et dire si t'as envie d'y aller je t'amène, pas de problème, trop cool, on y va. On prend un sac à dos, le pique-nique, on y va. C'est ça, sac à dos, pique-nique, gourde et on est parti. C'est bon. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup intégrer et jouer avec la honte dans la sexualité. J'aime aussi prendre des photos de mes partenaires en position compromettante et jurer que je vais les diffuser partout sur les internets, alors que non, pas du tout, juste pour accentuer ce sentiment de peur qui est érotique. Donc la honte en sexualité, c'est vraiment... c'est extrêmement utilisable. Donc oui, je suis carrément d'accord avec toi sur le fait d'érotiser parfois la honte à partir du moment où cette honte reste relativement sécuritaire pour les personnes. Parce que si vous n'avez jamais travaillé sur ce genre de sujet, par exemple tu disais l'insulte, si vous n'avez jamais travaillé à déconstruire par exemple le mot salope, et que c'est un mot dont vous avez honte extrêmement et que votre partenaire, pour vous aider, dit salope, ça ne passera pas. Ça sera certainement pas du tout érotique. Donc je pense qu'il y a un premier travail quand même à faire sur certains sujets et il faut avoir envie aussi de le faire et de, voilà, comme tu disais, aller s'exposer. C'était une belle image avec le shibari, c'est ça ? Donc c'était une belle image d'aller s'exposer, mais pour ça il faut en avoir envie et je pense que ça vient aussi d'une pulsion du cœur aussi, d'avoir envie de s'exposer à ces hontes et à les érotiser aussi. T'as bien raison de le souligner parce que je vous avais, juste avant, j'ai dit prenez celle dont vous vous rendez vraiment bien compte que vous avez envie mais que vous n'êtes pas capable. Ouais, exactement. Et je suis contente que tu le soulignes parce que pour moi c'est évident, mais ça mérite d'être vraiment balisé. Ouais, c'est ça. N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup tant que le loup vous paraît pas un peu rassurant, quoi. Oui, c'est ça. Donc on n'est pas sûr que c'est un loup en plus, c'est pas obligé. C'est ça.
Exactement. Merci. Et puis sur l'intégration, il y a un truc qui était aussi important, et puis c'est des choses aussi qu'on fait beaucoup avec nos clientes respectives, c'est d'aller guérir et d'aider à guérir ou prendre soin de parfois certaines parties de nous qui portent cette honte et qui a été parfois jugée. Ouais. Souvent c'est des parties d'enfants intérieurs, mais pas que. Et en fait qui ont subi du shaming de la part de la société, des parents, de camarades, de partenaires. Et souvent, en fait, cette honte, elle est contenue parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui a besoin de soins, en fait. Et souvent, on a tendance un peu à enfouir ces parties-là. Et donc, ce qu'on fait, nous, régulièrement en coaching, c'est justement d'aller prendre soin de ces parties qui en ont besoin, en fait. Donc ça, c'est aussi un point assez important, je pense, de l'intégration. Ce côté vraiment guérison. Et donc ça, effectivement, si vous avez les outils, vous pouvez le tenter seul, ou sinon, effectivement, aller plutôt vers des professionnels, des coachs, voilà, qui peuvent vous aider sur ces sujets, quoi. Ben, je vois, typiquement, on parlait des entités désirantes qu'on peut avoir. Absolument. Et du coup, de l'archétype de la salope, qui est un petit peu le premier qu'on va tous devoir libérer quand on veut une sexualité riche et un répertoire libre. L'archétype de la salope est très très dur à intégrer parce que c'est une insulte. Complètement. Par erreur, d'ailleurs, de la même façon que enculé devrait jamais en être une. J'ai repris pendant 10 ans de ma vie mes petits frères à chaque fois qu'ils l'utilisaient à des fins d'insultes. Salope ou enculé? Les deux. Ah putain. Non, ça me va très bien, tu sais que j'ai un petit frère bisexuel maintenant, donc je pense qu'il était prêt pour la conversation. We need to talk. Mais c'était drôle comment ils avaient 9 ans, tu vois, ils savaient pas ce qu'ils disaient, et je suis très heureuse, je suis sûre que j'ai savonné la planche du coup en lui disant, tu sais, enculé, je suis pas sûre que ce soit très négatif. C'est pas comme une insulte en fait. Je suis pas 100% sûre que ce soit un problème, réfléchis-y, ça mérite. Vous avez 2 heures. Est-ce que le mot enculé et salope sont des problèmes? Je te jure. Et ouais, l'archétype de la salope, parce que on estime que c'est pas féminin d'être une femme désirante et sauvage et puissante dans sa sexualité et qui soit moteur de la sexualité en question, est vachement utilisé comme une insulte parce que... Non, j'ai même pas envie d'expliquer pourquoi est-ce que c'est une insulte, on perd du temps. Ouais, je crois qu'on l'avait déjà expliqué dans un autre podcast en plus. Ah, mais là j'allais parler féminisme, filiation, crainte de transmettre son patrimoine aux mauvais héritiers, j'étais loin. Ok, non, mais... peut-être pour un prochain épisode. Un jour. Ça c'est plutôt un live Insta, je pense. Il y a moyen. Ouais, et... Donc on n'ose pas, parce que c'est éminemment tabou, que c'est une image qui est utilisée comme épouvantail, en mode fais attention si tu portes ce haut, on va croire que t'es une salope. Je veux dire, c'est vraiment... il ne faut pas. Ouais. On sait pas pourquoi c'est mal, mais on sait que c'est mal, vu que c'est utilisé comme argument punitif. Punitif et de compression, c'est-à-dire que de limitation en fait. Ah mais complètement. C'est-à-dire que quand on a le truc de salope au-dessus de sa tête, alors attention, on va surtout pas avoir plein de partenaires et puis avoir une sex life super épanouie, surtout pas s'habiller d'une manière qui nous fait nous sentir bien, oh là là. Et ce que j'aime, c'est que pour les mecs cis hétéros, l'archétype de la salope est dur aussi à choper et à admettre. La leur, je veux dire, leur propre salope intérieure. Mais j'adore voir un mec cis hétéro me dire, tu sais, je suis une vraie salope, chien. En parle-moi encore, bichon. Oui, trop contente pour toi. Tu as eu la chance de voir cet animal, cette licorne qui existe très peu et qui n'a pas peur d'utiliser des fois des archétypes féminins pour ce... Non mais dinguerie, oui, je les adore. Je me moque, mais je vous aime beaucoup. Et ouais, j'ai une passion, j'ai une affection spécifique pour ces hommes à la masculinité et à la sexualité traditionnelle et normée, qui ont vu que cet archétype du désirant et hors de contrôle, il était fun, et que c'était ok chez les autres et que c'était ok pour eux aussi. Ouais, je l'ai... Bravo les copains. Là, ensuite, on avait vu dans l'intégration le sujet d'augmenter son répertoire. Donc vas-y, je t'en prie. C'est exactement ce qui se passe quand on accepte, t'as raison, de s'approprier un nouvel archétype sexuel ou des nouvelles pratiques ou une nouvelle orientation, de nouvelles attirances. C'est que on s'est libéré le champ des possibles. C'est en fait, on va rendre explicite le truc qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Si vous intégrez un petit morceau de honte, c'est une barrière en moins et de la prairie en plus. C'est clair. Voilà.
Complètement. On enlève la barrière, en fait. C'est ça. Ou elle est beaucoup plus basse. Ouais. Et c'est déjà bien. Donc des fois on peut regarder un peu au-dessus, genre le parc d'à côté a l'air somme toute bien vert. Ouais, sauter dessus une fois de temps en temps pour aller visiter, c'est pas facile mais c'est faisable. C'est ça, exactement. Et ouais, donc c'est ça qui se passe quand on intègre un morceau de sa sexualité, de sa personnalité, de ses désirs, de sa fantasmagorie. Ouais. On se retrouve avec un territoire central plus vaste, il n'y a plus de distinction et de coupure entre moi et ça fait partie de moi. Et ça me fait même penser à un sujet plus large, c'est-à-dire que pour moi, quand on commence à augmenter son répertoire, on peut se permettre d'étendre son identité, en fait. C'est-à-dire que quand on ne fait jamais d'exploration, on peut pas savoir qui on est, en fait. Oui, c'est clair. Je veux dire, si demain vous vivez enfermé dans un bunker, ça va être très dur d'explorer la pleine possibilité de qui vous pourrez être. Alors que si vous vivez dans un monde vaste et que vous voyagez au travers le monde, forcément que votre identité va être enrichie. Ouais. Et je pense qu'avec la sexualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on délie la honte, qu'on enlève quelques petites couches, en fait, on s'autorise à aller explorer des choses qui nous font mieux comprendre qui on est. Sexuellement et puis dans sa vie en général. Ça veut pas dire qu'il faut s'accrocher à j'ai exploré ça donc maintenant j'ai honte de sortir de ce que j'ai exploré donc maintenant je ne suis que là-dedans, je ne suis que cette étiquette que je me suis posée parce que ça peut être aussi ce serait dur. Tu vois, ça peut être aussi le double tranchant de rajouter de la honte là où on l'avait enlevée mais plutôt de dire bah voilà, cette honte qui est enlevée, maintenant je peux aller explorer des petites choses et puis voir ce que j'en retiens, voir si j'ai envie de recommencer ou pas et en effet ça permet vraiment d'explorer qui on est, quoi. Super important. Ouais, j'aime bien. On avait choisi en dernier érotisé. Je vous aurais déjà fait une grande partie du sujet et c'est ok, c'est normal. C'est le moment de rappeler la ref d'Existential Kink quand même, qui est le meilleur bouquin du monde, qui vous parle de comment est-ce que des fois on se met dans des situations difficiles parce qu'on aime ça et qu'elles sont étrangement érotiques. Ouais. Et que des fois on en vient à se créer une vie qui soit challengeante en se maintenant dans des situations de pauvreté ou de lâcheté du quotidien. Parce que ce challenge et cette tension, elles sont super agréables en fait, et qu'on en tire quelque chose. Et la honte, on en tire toujours quelque chose. Que ce soit la certitude d'être une personne convenable. Ah non, mais j'ai ça chez moi, oui d'accord, mais j'en ai très honte. Hein. Non, je lutte activement contre, en vrai c'est pas moi, je m'en serais débarrassée d'un jour à l'autre. Ne regarde pas, je suis bien. Et donc on peut en tirer voilà, cette potentialité d'être accepté et d'être convenable. On peut en tirer une meilleure estime de soi. Du coup, on peut en tirer une impression de pureté et d'irréprochabilité, du je suis mieux que les autres, qui est très très agréable. Oui, mais en fait, le cadeau qu'on en tire, cette promesse d'intégration ou d'être convenable, ou cette estime de soi, ou cette fausse impression de pureté, elle nous prive du paysage étendu et de l'intégration et du champ des possibles plus vaste qu'on a envie de créer. Et je pense qu'on est, on est quasiment dans la métaphore du bunker de nouveau. C'est si ta zone de confort elle est toute petite et que tu restes maniaquement dedans parce que dehors c'est le chaos, tu peux voir le coup d'aller vérifier que dehors c'est vraiment le chaos quand même. C'est clair. Parce que c'est une vie triste en fait, une vie qui se prive de perspectives d'évolution parce que ça c'est mal, ça c'est sale, ça c'est la honte et ça je suis pas sûre mais du coup j'y vais pas. Donc la honte ça peut être érotisé en effet de plein de façons différentes et on en tire plein de choses mais ça reste un frein et ça reste une dissociation et ça reste un moment où on s'accepte pas soi pour essayer de gagner quelque chose qui semble bien superficiel une fois qu'on a levé la barrière et je pense que c'est ça qu'on avait envie de faire aujourd'hui. Ouais.
Absolument. Et puis, si vous vous sentez galérer un peu avec ce travail de la honte, donc vous pouvez toujours faire appel à, comme je disais, à une coach. Moi, je sais que j'ai de la place en ce moment, je crois que toi aussi. Tu prends aussi de nouvelles clientes. Encore, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous sentez qu'il y a vraiment un blocage et que vous n'arrivez pas à le dépasser, parce que, en fait, parfois faire... confiance, appel à des thérapeutes, ça peut vraiment aider à ouvrir ce sujet de la honte, ne serait-ce parce qu'on en parle en séance et qu'on fait aussi des gros travaux d'intégration. Donc ça peut être assez puissant aussi dans le travail de la libération, quoi. Parlons par l'article thérapeutique, parce que c'est toi qui avais amené, quand on a préparé l'épisode, le concept du shamegasm, de prendre les sensations de la honte et de les faire mariner jusqu'à une libération qui a quelque chose d'orgasmique. Ouais. Je suis tellement pas bonne là-dessus, alors que tu vois, si tu me mets dans le cadre d'une séance BDSM, j'y arriverais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement avec tes clients ? Est-ce que c'est une pratique qui a fonctionné pour toi en tant qu'individu ? Raconte-nous un peu. Ouais. Alors, donc le principe du shamegasm, c'est le fait d'avoir un orgasme ou de prendre du plaisir, parce qu'encore une fois, l'orgasme, nous, on en a une définition un peu plus large, donc je patauge entre toutes les définitions. Mais en tout cas, de prendre du plaisir avec sa honte. C'est-à-dire que plutôt que de l'érotiser et d'en faire quelque chose, une pratique particulière, là en fait c'est d'accueillir l'émotion, la honte, donc vous pouvez le faire avec plein d'autres émotions, avec la tristesse, avec le deuil, avec plein de choses. Et en fait d'être super présente avec cette émotion et de reconditionner finalement le système nerveux et le corps à prendre du plaisir même dans cette émotion. C'est-à-dire plutôt qu'elle soit un frein absolu au plaisir ou à la circulation, parce qu'on sait que voilà, une émotion qui stagne dans le corps, en fait elle stagne, quoi, elle circule plus. Donc plutôt que de la faire stagner, en fait on va la faire circuler via le plaisir. Donc ça c'est des pratiques que moi j'ai expérimentées moi, et la honte a été vraiment la plus puissante, la honte et le deuil aussi, qui ont été vraiment très très forts, et c'est des pratiques en fait qu'on guide, donc en effet moi je les guide aussi avec mes clientes, et voilà, c'est pas des pratiques qui sont forcément évidentes au début, parce qu'il y a tout un travail à faire d'abord, il y a tout ce travail d'intégration et d'éducation aussi qui est fort à faire avant. Et puis du courage, Et de courage, absolument. Il va falloir être très courageux. Absolument. Donc souvent c'est un travail qu'on fait plutôt vers la fin, ou voilà, une fois qu'on est assez confortable avec cette émotion qui est très inconfortable, il faut le dire. Et ensuite, eh bien, en fait, en étant guidé dans un état aussi méditatif, on arrive à faire circuler cette honte avec le plaisir. Et au final, ça rend les choses très belles, puisque plutôt que de s'y confronter et d'être en inconfort absolu, on est aussi présent avec le plaisir. Et ça, c'est assez fantastique, et je pense que c'est le cœur de ce qu'on fait, toi comme moi, dans nos activités respectives. Mais c'est plutôt que de guérir dans la souffrance, dans ce truc de on se fait violence, et c'est dur, et c'est nul. Nous, en fait, on utilise le plaisir et le rapport au corps et l'amour, en fait, pour aller vers une guérison. Donc, c'est ce qui est vraiment magnifique dans notre travail, et qui nous permet justement d'aller dépasser des états de guérison qu'on ne dépasse pas soi-même tout seul, parce qu'on est en confrontation avec soi, alors que là on est plus dans oh salut la honte, viens on va faire un truc ensemble, et puis on va s'aimer, et puis on va prendre du plaisir ensemble, et ça va être chouette, quoi. Donc voilà, c'est plus ça sur le shamegasm. Donc en effet c'est des pratiques qui sont très très puissantes. Ouais. J'aime bien que tu soulignes le plaisir comme levier thérapeutique, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe sur le premier module du Grand O, mon programme de groupe, quand j'explique à mes participataires nouvelles. C'est alors, le plaisir, c'est le but. On est d'accord, vous avez rejoint un programme sur l'orgasme, le plaisir, c'est le but. Ça va aussi être votre levier. À chaque fois que vous avancez, vous allez vous faire plaisir. Avec un plaisir facilement accessible que vous connaissez déjà. Et en faisant ça, vous allez vous récompenser étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive là où on voulait arriver. Donc c'est à la fois l'outil et la destination. Absolument. Ça marche très très bien. Et ça va complètement à l'inverse de beaucoup de méthodes thérapeutiques aujourd'hui. Notamment, je vois les prises en charge pour le vaginisme aujourd'hui qui sont parfois absolument terribles, parce qu'elles sont faites dans la violente, elles sont faites dans la douleur, dans le forcing. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même très très violentes dans les manières de gérer des blessures de la sexualité. Alors que voilà, les méthodes on peut aussi guérir dans le plaisir, dans l'amour, dans le c'est chouette, quoi, viens,
passe un bon moment. On est là pour... on n'est pas là pour souffrir, ok. Ce sera un challenge, ce sera forcément un challenge à un moment donné, mais pourquoi en plus choisir les techniques punitives, hein. C'est ça, exactement. Donc avant qu'on aille, je pense, trop loin sur l'aspect thérapeutique, je pense qu'on peut peut-être conclure cet épisode sur la honte, à moins que tu avais quelque chose à rajouter. Je pense qu'on est bien. La honte, c'est bon, mangez-en. Vous la mangez au petit-déj et à la fin, elle est plus là et c'est chouette. C'est ça. Vous pouvez mettre des petits toppings par-dessus, petite graine de sésame, ça c'est bien. Non, mais super. Bah écoute, merci pour cet épisode. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram, là où on est le plus présente. Et puis on vous dit à la prochaine. Ouais. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante, allmylinks.com/lteb, que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. À très bientôt pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on va aborder le slow sex. Donc c'est un terme qu'on entend beaucoup autour de nous en ce moment, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de livres aussi qui sont sortis à ce sujet. Donc on avait envie un peu de décortiquer ce que c'est que le slow sex, quelles sont les différences avec le sexe qu'on a l'habitude de faire, de pratiquer, et puis comment le mettre en place aussi.